Merci d'être présent pour ce webinaire co-organisé, entre, l'association des professionnels de la politique de la ville, Ville en lien PACA et puis, le GIP, CRPV PACA Cité Ressources. Ville en lien connaît aujourd'hui une nouvelle séquence de son histoire. On est en train de revoir un peu, l'offre de services, la plus-value qu'on peut apporter aux professionnels, aux collègues. On avait imaginé, ces séquences de webinaires sur un format, très décontracté qu'on avait d'abord appelé, «Un débat, un café et l'addition», en partant du principe qu'on voulait pas non plus bloquer, les collègues, trop longtemps. Donc on s'était dit: «Bah, finalement 13h-14h30, c'est, la fin du repas pour les uns et le début des réunions de l'après-midi, pour tout le monde». Cette première séquence, on l'ouvre sur un sujet qu'on a décidé il y a quand même déjà un petit moment, et je dois bien vous avouer que je ne pensais pas que ça résonnerait autant avec l'actualité. J'imagine qu'évidemment on va s'en parler. Hem On a invité, Nicolas Del Rio, qui est le co-auteur d'un livre qui s'appelle «Pour en finir avec la démocratie participative», et au moment où, on l'a invité, on s'était dit qu'effectivement, pour les professionnels de la politique de la ville, c'était un débat qu'il fallait, alors pas réouvrir, parce qu'en fait il est ouvert depuis, le rapport du Bedou, et ça fait une quarantaine d'années qu'on parle des habitants, des citoyens, des usagers, ça c'est le nouveau terme consacré. Les u et puis c'est vrai que c'est du coup un vieux serpent de mer. Les citoyens doivent être associés à la plupart de nos dispositifs et politiques publiques. Il y a de la concertation, il y a de l'information. C'est quoi le bon curseur? Comment en fait on relie tout ça avec le politique? Bref, on va évoquer tous ces sujets-là, sans doute à la lumière de l'actualité, avec, Nicolas Riot. Je passe rapidement la parole à Mustapha. Oui, alors, très, très rapidement, moi, d'une part, on est très content, d'accompagner, Ville en lien PACA, dans cette première, hein, quelque part, pour, notre binôme, avec une nouvelle gouvernance aussi, pour, Ville en lien, avec, aujourd'hui un président qui s'appelle Reda Califano. Donc, c'est bien aussi de démarrer par un nouveau process aussi, en termes, de communication ici. Et c'est vrai, quand on avait pensé, ces moments-là, c'était d'avoir des temps un peu, hors cadre institutionnel et tout ça, et d'avoir des sujets, plutôt ouverts, alors qu'ils ne sont pas éloignés du tout, de nos sujets du quotidien. Et du coup, je pense que ce webinaire quelque part, et cette présentation que va nous faire Nicolas Rio, c'est aussi le regard dans le rétroviseur, parce que depuis 2014, c'est quand même un sujet, d'actualité, de faire un petit point pour nous, collectivement, à travers ces propos, et puis surtout de tracer des lignes, hein, pour la suite, parce que je trouve que, on a progressé d'un point de vue, pratique professionnelle. Je trouve qu'on a quand même un peu progressé, pour le dire. Donc c'est plus une charge que de se dire que les principaux intéressés peuvent être associés, à des projets, à une démarche. Ça me semble vraiment important. C'est pas encore gagné, mais voilà, il y a quand même un chantier, et je pense que, vraiment, il faut construire des projets avec, pour ce qui nous concerne, sur les territoires, de notre périmètre d'intervention, construire avec les personnes qui, de manière volontaire, souhaitent construire avec nous des projets sur les territoires. Donc je m'en arrêterai là, parce qu'il ne faut pas, trop, grignoter sur le temps de Nicolas, qui vient de finir son grignotage. Donc il est top. C'est bon. Eh ben, merci beaucoup, Mustapha et José, pour l'invitation. Moi, je suis ravi de pouvoir avoir cette discussion avec vous. Je vais essayer de vous partager rapidement quelques éléments du livre pour susciter la discussion. J'irai peut-être parfois un peu à la hache, parce que c'est pas évident de résumer en 15-20 minutes 170 pages, mais en essayant de souligner ce qui résonne le plus avec
les questionnements des professionnels politiques de la ville qu'on a aussi pas mal eu l'occasion de côtoyer ces dernières années, et puis assez impatient derrière d'ouvrir la discussion et de voir quelles réactions ça suscite, que ça soit en témoignage, en questions, en controverse, par rapport aux quelques éléments qu'on pose avec ma collègue et co-autrice Manon Loisel. Peut-être en préambule et comme façon de se présenter, bien préciser que ce petit livre n'est pas un travail de chercheur ou d'universitaire, mais bien un essai de praticiens pour des praticiens. Et que nous, c'est vraiment comme ça qu'on se voit avec Manon comme des praticiens de l'action publique au quotidien à travers nos petites structures qui s'appellent parties prenantes. On est là pour accompagner les collectivités locales dans l'élaboration de leur politique publique. Et ces 2 dernières années, on a notamment pas mal travaillé sur le renouvellement des contrats de ville. Et c'est vraiment le point de départ de ce livre et le point de départ de la discussion qu'on voudrait ouvrir avec vous. C'est une prise de conscience de voir à quel point on a tendance un peu à sous-estimer l'impact de la crise démocratique sur notre quotidien et sur l'action publique qui se déploie au niveau local, quoi. On en parle beaucoup à la télévision de la crise démocratique, mais presque comme un concept philosophique. Et nous, c'est de réaliser que ça a des conséquences très tangibles sur les politiques qui vont être menées au niveau national comme au niveau local, et notamment sur les politiques à destination des quartiers populaires, quoi. Je vous l'ai dit, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la politique de la ville, qu'on est voilà, un peu marqué par le phénomène de démonétisation, on pourrait dire, de la politique de la ville. On avait produit il y a 1 an et demi un petit billet rapport d'étonnement quand on s'était replongé dans cet écosystème-là qu'on avait appelé la politique de la ville en PLS, et parce que c'est un peu le sentiment que nous donnaient les discussions qu'on avait avec les professionnels. Et le sentiment que nous donnait aussi les remontées de terrain, de voir notamment que ça soit sur le retrait des services publics, dont les quartiers populaires sont en première ligne, sur la difficulté à mettre à l'agenda la question de la lutte contre les discriminations. Autant de sujets qui nous faisaient prendre conscience de voir à quel point cette promesse démocratique de dire chaque voix compte à part égale, chaque citoyen est d'égale importance, on en était encore très loin, et en quoi la crise démocratique, notamment l'abstention, particulièrement forte dans ces quartiers populaires, accentuait cet effet-là, quoi. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaye de faire dans le livre, de prendre cette question de la crise démocratique à bras le corps, et de se dire c'est à la fois à cette aune-là qu'il faut faire le bilan des différents dispositifs participatifs mis en place depuis 20 ans, des conseils de quartier au budget participatif, en passant par les conventions citoyennes, les consultations en ligne, les réunions de concertation. Et puis, c'est comment on arrive à ramener cet enjeu de démocratiser l'action publique, parce qu'on en est encore loin. Et donc, deuxième préambule, c'est de se dire, même si le titre s'appelle Pour en finir avec la démocratie participative, il y a un côté un peu brutal dans le titre, mais même si nous, on assume. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on en est arrivé à cette conclusion qu'il vaut mieux en finir avec la démocratie participative, mais en tout cas, ce livre n'est pas un pamphlet. On n'est pas là pour accuser
euh, les acteurs qui sont à l'initiative ou qui organisent ces dispositifs participatifs dont on a parfois l'occasion de faire partie, et j'imagine vous aussi, mais plutôt pour essayer de partager plus collectivement un peu les doutes qu'on peut avoir, nous, par rapport à ces dispositifs, par rapport à leur impuissance et par rapport surtout à leurs effets pervers, et essayer d'explorer d'autres leviers pour se rapprocher de cette promesse que chaque voix compte à part égale. Je vous disais, nous, on fait le constat d'une forme d'impuissance de cette démocratie participative. Il y a cette impuissance, elle est double, et c'est un peu ces deux points-là que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui. À la fois impuissance à faire entendre les inaudibles, alors qu'on sait que justement face à l'ampleur de l'abstention, c'est aussi un des enjeux clés pour tendre vers plus de démocratie. Et puis, de l'autre, impuissance pour réduire la défiance que peuvent avoir les citoyens envers leurs institutions, et défiance parfois réciproque aussi des institutions envers leurs citoyens. Pourquoi on arrive à la conclusion que il y a une forme d'impuissance de ces dispositifs participatifs à faire entendre les inaudibles? Bah, la réponse, elle ne vous surprendra pas tellement, parce que j'imagine que vous y êtes autant confrontés que nous. C'est d'abord parce que la plupart de ces dispositifs touchent toujours à peu près les mêmes personnes, quoi. On les connaît tous, ces habitués de la participation, ceux qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes qu'on retrouve dans les conseils de quartier, qui se mobilisent dans les budgets participatifs, qui sont présents à chaque réunion publique. Et on voit à quel point ils ont quand même très souvent le même profil, plus âgés, plus diplômés que la moyenne, et la difficulté qu'on a à faire venir d'autres personnes, malgré tous les efforts qui sont faits, quoi. Donc c'est là un premier plafond de verre en termes de diversification des publics. Là où ce plafond de verre il devient problématique en termes démocratiques, et on pourrait presque dire néfaste, c'est qu'en fait, en faisant avec ceux qui sont là, ça conduit à donner la parole, à redonner la parole à celles et ceux qui la prennent déjà. Parce que non seulement ceux qui participent à ces réunions publiques, ils se ressemblent, mais en plus ils correspondent à ceux qui votent, parce que pour trouver un abstentionniste en réunion publique, faut s'accrocher. Ils correspondent aux citoyens qui sont déjà les plus insérés dans la vie démocratique, qui sont déjà en lien avec les élus, parce qu'ils les connaissent, parfois parce qu'ils sont dans l'opposition. Et ils sont aussi souvent plus proches que la moyenne des habitants de l'administration. Et donc, en fait, c'est comme si, pour lutter contre les effets de l'abstention, on donnait plusieurs bulletins de vote à ceux qui votent déjà. Et le problème, c'est qu'est-ce que ça produit, cette logique, ce qu'on appelle, nous, dans le livre, la présentocratie, le fait de donner du pouvoir au présent à ceux qui ont les moyens de participer, à la fois parce qu'ils sont disponibles, qu'ils ont les ressources pour, et puis surtout qu'ils se sentent légitimes à le faire, parce qu'on voit bien que ce problème de légitimité, il se pose régulièrement. Donc c'est comme si voilà, on donnait plusieurs bulletins de vote à ceux qui votent déjà, et ce qui contribue à invisibiliser encore davantage ces fameux inaudibles, celles et ceux qui étaient déjà en retrait de la vie démocratique. Et donc en fait, ça vient accentuer les inégalités démocratiques. On le voit
on le voit très bien sur les conseils citoyens et les conseils de quartier, ça vient à la fois accentuer ces inégalités de représentation entre les différents quartiers. Et on sait bien que bah voilà, la mobilisation des conseils de quartier va être beaucoup plus forte et beaucoup plus entendue dans des quartiers aisés de centre-ville que dans des quartiers populaires, et que ça a des effets sur le bon fonctionnement des services publics, la rapidité avec lesquelles vont être ou non remplacés des enseignants, vont être ou non rénovés des bâtiments vétustes, vont être ou non pris en charge des problèmes de sécurité ou de propreté, de salubrité dans l'espace public. Donc ça vient là aussi accentuer des écarts d'action publique. Donc je vous le disais, entre quartiers. Et puis ça vient aussi accentuer ces écarts au sein même des quartiers, parce que voilà, si on essaye de réfléchir un peu au profil des quelques citoyens qui continuent à se mobiliser dans les conseils citoyens, on sait bien à quel point ils sont pas du tout représentatifs de la population des quartiers populaires dans leur ensemble. Et là encore, ça donne la voix à ceux qui sont déjà, ceux qui s'expriment les plus. C'est un peu une prime aux grandes gueules. Et ce faisant, ça invisibilise encore davantage tous les autres, quoi. Donc ça, c'est un peu le premier warning, de dire attention à ce que ça ne vienne pas accentuer les inégalités politiques. Et c'est ça qui nous conduit à dire, nous, que euh, la participation citoyenne, pour qu'elle soit démocratique, il faut qu'elle soit redistributive. Et donc, c'est-à-dire qu'on aille, on se préoccupe en priorité de celles et ceux qui s'expriment le moins, sans forcément chercher à les faire venir, parce qu'on voit bien que cette logique-là, elle ne marche pas, mais en se posant la question de, déjà, qui ils sont. Et nous, c'est cette question qu'on partage aux élus, aux agents publics dans les différentes présentations du livre qu'on peut faire, et que je vous partage aussi aujourd'hui, de se dire, en fait, qui sont nos inaudibles. Heu, qui sont les personnes qui, quand on conçoit une politique publique, quand on conçoit nos contrats de ville, quand on conçoit une stratégie de lutte contre le non-recours, qui sont les personnes qu'on n'arrive pas ni à entendre, ni à comprendre. Et une fois qu'on les a identifiés, heu, de se dire comment on essaie de se mettre à leur place, de mieux cerner leur vécu et leurs besoins. Et c'est qu'une fois qu'on a fait cet effort de se mettre à leur place, d'encourager nos collègues au sein des collectivités à se mettre à leur place, de dire, bah, tu vois, ta politique de mise en place d'une zone à faible émission, bah, mets-toi à la place de telle personne qui est dépendante de sa voiture diesel et qui a aucun moyen de s'acheter une voiture électrique. Qu'on arrivera à rendre l'action publique plus démocratique. Et c'est qu'une fois qu'on aura fait ça, que ça aura du sens d'aller engager le dialogue avec eux, de se dire, bah, tiens, on a fait l'effort de se mettre à votre place. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce travail-là, ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Et expliquez-nous pourquoi. Et donc, voilà, ça suppose d'assumer, de cibler davantage les profils qu'on doit toucher à travers la participation citoyenne, et de sortir de l'obsession de vouloir les faire parler, pour commencer par se mettre à leur place et essayer de les prendre en compte. Et puis, il y a une deuxième impuissance, un deuxième plafond de verre de la démocratie participative, selon nous, qui concerne la capacité de ces dispositifs à réduire la défiance qu'il peut y avoir entre les citoyens et leurs institutions. Pourquoi? Et là aussi, la réponse vous surprendra pas, mais du fait de la, la très faible capacité de
ces instances participatives à transformer l'action publique. Une grande difficulté à faire la démonstration à ceux qui viennent ou à ceux qui pourraient venir que leur parole non seulement a été exprimée dans cet espace, mais a surtout été entendue et prise en compte. Et ça, on le voit sur les... On l'a vu sur la Convention citoyenne pour le climat, on le voit pour là encore les conseils citoyens, les réunions de concertation, et on voit à quel point c'est aussi imbriqué avec le premier point que j'évoquais, parce que c'est aussi parce que ces espaces renforcent les inégalités de représentation qu'il est difficile de prendre en compte ce qui s'y dit, parce qu'on sait que c'est en décalage avec les besoins effectifs de la population dans son ensemble. Et nous, la conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'au fond, la démocratie participative prend le problème dans le mauvais sens. Elle se focalise sur l'expression de nos citoyens, comme si ce qui manquait, c'était des espaces d'expression, alors que pour nous, la source de notre crise démocratique, elle vient plutôt de la surdité des institutions et du fait que cette surdité soit sélective, que les pouvoirs publics entendent certaines personnes plutôt que d'autres, certains groupes d'intérêts plutôt que d'autres, et c'est ça qu'il faut réussir à combattre. Dans le livre, on reprend une citation de Bruno Latour qu'il avait écrit au moment de la crise des Gilets jaunes, qui a aussi pas mal influencé notre analyse. Il dit le problème de notre démocratie, c'est qu'on a des sourds qui tentent de s'adresser à des... On a des muets qui tentent de s'adresser à des sourds, pardon. Des muets qui tentent de s'adresser à des sourds. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, il faut évidemment redonner la parole aux muets. Mais si en face, les sourds restent sourds, les citoyens, les habitants risquent d'être encore davantage en colère. Et c'est là où on dit attention à ce que la démocratie participative ne vienne pas renforcer la défiance, parce que ce que dénoncent les citoyens, que ce soit au moment des Gilets jaunes, que ce soit dans les différentes mobilisations qu'il y a pu avoir, notamment dans les quartiers populaires autour des questions de violence policière et de discrimination, ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, c'est le fait que même quand ils s'expriment, leur parole n'est pas entendue. Et c'est vrai que nous, un des épisodes qui nous a le plus marqué, parce qu'on était en pleine écriture du livre, c'est les émeutes urbaines de juin dernier suite à la mort de Naël, et de voir, alors que ces émeutes avaient lieu au moment même où le gouvernement lançait la concertation officielle sur les nouveaux contrats de ville, à quel point les pouvoirs publics ont fait la sourde oreille sur tout ce que signifiaient ces émeutes et cette révolte d'un certain nombre d'habitants et des quartiers populaires et au-delà, à l'occasion face aux violences policières et au racisme systémique qui était dénoncé. Et l'intérêt pour nous de renverser le problème en disant c'est pas un manque d'expression, c'est un manque d'écoute des institutions, c'est que ça permet aussi de replacer les responsabilités au bon endroit, en disant c'est pas la responsabilité, elle n'est pas du côté des citoyens qui ne s'impliqueraient pas suffisamment dans la vie démocratique, parce que c'est quand même souvent ça qu'on entend, et c'est un peu l'implicite de la démocratie participative, de dire pour trouver leur place dans la démocratie, il faudrait que les citoyens s'impliquent davantage, participent aux réunions publiques et aux consultations qu'on met en place. Et on retrouve le même discours un peu moralisateur qu'on a
vis-à-vis de l'abstention, qui comment dire, fait un peu abstraction que toutes ces personnes peuvent avoir aussi des bonnes raisons de ne pas participer, que ce soit pas participer au vote ou pas participer aux réunions publiques, justement parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Et ça revient sur le premier point que je disais, effectivement, dès qu'on a des personnes qui viennent avec un profil un peu différent dans les instances participatives, on s'aperçoit que souvent, leurs prises de parole sont un peu évacuées, neutralisées, soit parce qu'on considère que c'est hors sujet, soit parce qu'on considère qu'ils sont trop en colère et que là, il faut avoir un débat plus apaisé, soit parce que on les écoute avec politesse, mais qu'en fait, dans le compte-rendu de la réunion, ce n'est pas cet élément-là qui est mis en avant. Plein de phénomènes qui produisent ce qu'on appelle dans le livre, nous, un peu un biais de confirmation, qui fait que on ne retient des instances participatives, enfin les pouvoirs publics ne retiennent des instances participatives que ce qu'elles étaient prêtes à entendre au départ. Et dès qu'il y a un truc qui s'en éloigne, on revient sur ce phénomène de surdité sélective. Alors là aussi, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le but du livre, c'est pas et de la discussion d'aujourd'hui, c'est pas uniquement de faire un constat lucide, mais critique qui nous laisse un peu désemparés, au même titre que la situation actuelle, mais de se dire, OK, comment on trouve d'autres leviers que celui de la participation citoyenne pour rendre l'action publique plus démocratique et plus égalitaire à destination des habitants des quartiers populaires. Et là, on fait plein de propositions dans le livre, dans lequel je pourrais revenir dans les questions. Mais deux propositions principales. La première, c'est de mettre l'accent sur le rôle des élus. De dire, en fait, on a quand même dans nos institutions un dispositif qui permet de lutter contre la surdité des pouvoirs publics, c'est le fait d'avoir des représentants de la population désignés par les citoyens. Et le constat qu'on fait, nous, c'est que il y a un premier problème, c'est qu'en fait, cette fonction représentative des élus dans la fabrique de l'action publique, euh, elle est très réduite, que les élus sont considérés comme, on les voit au sein des collectivités comme des décideurs, comme des pilotes de l'action publique, et ce qui les transforme un peu en super chefs de projet, et qui fait qu'ils deviennent davantage porte-parole de leur administration au lieu d'être porte-parole de leurs concitoyens. Et ça, pour nous, ça passe par voilà, redonner plus de place au débat contradictoire et un peu à la politisation de l'action publique dans la fabrique des politiques publiques, les contrats de ville étant un bon exemple de ce qui pourrait être fait davantage là-dessus. Et puis, l'autre problème sur les élus, c'est le déficit de représentativité des élus et le fait que ça ne prenne pas en compte le poids de l'abstention. Et donc, c'est pour ça qu'une des propositions qu'on fait en conclusion du livre, qui est un peu plus radicale que d'autres plus pragmatiques qu'on évoque, c'est le fait de se dire dans nos élections aussi bien législatives que municipales, il faudrait que dans nos assemblées politiques, le nombre de sièges occupés par des élus soit déterminé par le taux de participation. Et donc, dans un conseil municipal, s'il y a 40% d'abstention aux élections, il n'y a que 60% des conseillers municipaux qui sont désignés par l'élection. Et le reste sont des représentants
désignés par tirage au sort avec des critères de sélection qui seraient les mêmes que pour la Convention citoyenne pour le climat ou les autres conventions citoyennes, qui ont apporté la démonstration que en fait, n'importe quel citoyen, même quand il est peu diplômé ou plus jeune, est en capacité de euh, contribuer à définir l'intérêt général. Et donc, ces tirés au sort, qui seraient proportionnels à l'abstention, ils seraient désignés en correctif de la sociologie des élus. Et donc, si dans un conseil municipal, on se rend compte qu'il n'y a aucun ouvrier, il n'y a aucun employé parmi les conseillers municipaux élus, on va aller tirer au sort des ouvriers et des employés. Même logique sur la tranche d'âge, même logique sur le quartier dont ils sont originaires pour s'assurer que tout le monde est représenté. Et donc, ça serait à la fois un moyen de donner une existence politique à l'abstention, parce que pour l'instant, on la regrette au lendemain des élections, on cherche quelques jours avant à mobiliser les abstentionnistes, mais en fait, le reste du temps, on fait comme si elle n'existait pas, comme si du coup tous ceux qui s'abstiennent, qui sont encore une fois avant tout les plus jeunes et les plus précaires, on fait comme s'ils n'existaient pas dans notre démocratie. Donc c'est redonner une existence politique aux abstentionnistes et faire en sorte que nos assemblées politiques, encore une fois du conseil municipal jusqu'à l'Assemblée nationale, soient plus représentatives de, la population dans sa diversité. Vous allez me dire là-dessus, on a peu de levier en tant que professionnel politique de la ville, certes, mais ça n'empêche pas de continuer à souligner l'impact de l'abstention et de l'invisibilisation des abstentionnistes sur notre vie démocratique et sur les choix d'action publique qui sont faits. Et moi, je suis frappé de voir comment cette question de l'abstention, elle est très peu présente, par exemple, dans les contrats de ville et dans la politique de la ville en général. Et puis, dernier aspect, je m'en arrêterai là pour ouvrir le temps au débat. Je vous l'ai dit, le renversement qu'on propose, c'est passer de l'expression à l'écoute et en se disant, on s'est beaucoup dit avec Manon en écrivant ce livre, autant faire parler n'engage à rien, autant l'écoute oblige. Et que quand on écoute une personne, on est nécessairement à la fois transformé par ce qu'elle nous raconte et redevable de ce qu'elle nous a dit. Mais on a eu plein de retours qui nous ont dit, mais c'est joli comme formule, l'écoute oblige, mais qu'est-ce qui garantit ce phénomène-là? Qu'est-ce qui rend l'écoute opposable? Qu'est-ce qui va faire que une institution publique va être obligée d'écouter une parole qu'elle préférerait ne pas entendre au lieu de l'évacuer d'un revers de la main? Et en fait, ce qui rend cette écoute opposable, c'est l'existence de contre-pouvoirs. C'est ce que ne sont pas les dispositifs participatifs parce qu'ils sont toujours à l'initiative de la collectivité locale qui peut, quand vraiment ce que ça fait remonter est trop insupportable pour elle, préfère appuyer sur off et dire on met fin à ce conseil citoyen, on met fin à cette réunion de concertation, où on reste sur le mode cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Et donc, voilà, nous, c'est ça qui nous fait dire aussi l'enjeu démocratique, notamment dans les quartiers populaires, c'est comment, plutôt que de chercher à développer la participation citoyenne de manière institutionnelle, c'est comment on garantit l'existence de contre-pouvoirs qui passent à la fois par des, des formes associatives, et donc comment on soutient les associations locales, mais comment on les soutient aussi dans leur fonction d'interpellation et de contre-pouvoir, ce qui est de plus en plus difficile à faire
à la fois par la Charte des valeurs républicaines et puis par une forme de dépendance des associations aux subsides, aux subventions publiques. Et puis comment on arrive à donner plus de place aux collectifs citoyens plus informels dans leur fonction d'interpellation de l'acteur public, quoi, sans chercher, et parce que c'est souvent un peu le travers qu'on observe, sans chercher trop vite à réintégrer ces collectifs citoyens dans des dispositifs institutionnels existants, quoi. Et en disant, en fait, cette contre-démocratie, c'est sans doute plus sain qu'elle se déploie en dehors du cadre institutionnel que en son sein. Voilà, désolé, j'étais un peu plus long que prévu. Il y a pas mal d'éléments à partager. J'imagine que ça suscite des réactions, parce qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat, mais je suis en tout cas, moi, bien preneur de voir comment ça vous fait réagir et comment ça résonne avec votre quotidien sur le terrain. Merci Nicolas Rio. Je vois que, alors dans le chat, poser la question à un moment donné de l'exposé, mais comment pouvons-nous nous mettre à la place des citoyens en prenant en compte le biais de subjectivité pour faire remonter leurs intérêts. Je pense que vous avez en partie répondu, en tout cas commencé à donner des pistes sur cette question du comment. Là-dessus, et de manière très pratique ou pragmatique, c'est ça passe selon nous par commencer par identifier les inaudibles, quoi. Justement, d'arrêter de dire les citoyens au sens large et d'essayer de mieux cerner de qui on parle, quoi. Et déjà, cet effort d'identifier les inaudibles nous semble un premier progrès. Deuxièmement, c'est que ce travail, effectivement, vous avez raison, comme il est comment dire, pris par plein de biais personnels, c'est aussi comment ça se fait nécessairement à plusieurs, quoi. Et c'est aussi en confrontant, en essayant de faire cet exercice à plusieurs, qu'on peut déconstruire certains biais, à la fois au sein avec les collègues et l'équipe politique de la ville, mais aussi avec d'autres intermédiaires, acteurs un peu traducteurs qui peuvent être, eux, plus en proximité avec les personnes concernées, quoi. Que ce soit les centres sociaux, que ce soit les professionnels de terrain, type enseignants, type acteurs de la prévention spécialisée, etc. Donc c'est un deuxième aspect, et en se disant, en fait, nous, ce qu'on est convaincu, c'est que c'est aussi la fonction des acteurs, des professionnels du développement social et urbain auprès de leurs collègues de toutes les autres directions métiers, quoi. Comment, au moment où on conçoit une politique de mobilité, un plan stratégique sur les déchets ou sur les politiques de transition écologique, vous arrivez, vous, à encourager ces techniciens spécialistes de leur sujet à mieux se représenter le quotidien des habitants des quartiers populaires, dont ils sont souvent assez éloignés et dans lesquels ils ont moins l'occasion d'aller, quoi. Lutter contre leur propre biais, de se dire soit vous ne prenez pas en compte telle personne, soit vous avez une vision complètement euh, partielle ou erronée de leur quotidien. Et puis le troisième aspect qui permet de réussir à se mettre à la place d'eux, c'est de le confronter avec le témoignage des premiers concernés. Euh, Ça, c'est une des pistes qu'on pose dans le livre, c'est de dire, plutôt que de faire une réunion publique où le critère d'évaluation, ça va être le nombre
de participants, mais dont on ne va pas faire grand-chose de ce qui va s'être dit parce qu'il n'y a personne qui vient à la réunion pour écouter, tout le monde vient pour s'exprimer. C'est comment on inverse le rapport en disant on fait venir que 3 ou 4 citoyens habitants qu'on identifie qu'on identifie comme inaudibles pour l'institution, dont on a besoin d'avoir le point de vue vécu et situé en faisant nous l'analogie avec un procès, ou de dire dans un procès, voilà, pour ça, pour juger l'affaire, on a besoin de faire venir un certain nombre de témoins qui nous permettent d'avoir plusieurs points de vue sur une même situation, quoi. Et en se disant, chaque témoin, on ne va pas lui demander s'il pense que l'accusé est coupable ou innocent. On va juste lui demander de nous raconter son vécu, sa perception de la situation. Et que là, c'est un peu la même chose qui se joue, quoi. Donc ça peut passer à la fois par organiser des témoignages devant des collègues agents, devant les élus, et comment ces témoignages, on les prépare au même titre que un témoin est à la fois préparé et accompagné quand il vient témoigner à un procès. Et puis l'autre expérience inspirante, c'est ce qui est mené par tous les acteurs de l'éducation populaire et notamment par l'association ATD Quart Monde, cette logique de croisement des savoirs, de dire comment en travaillant voilà, avec les premiers concernés, en se mettant, j'allais dire, à leur écoute ou à leur service, on organise des discussions entre eux pour qu'eux soient en mesure de faire entendre leur situation et leur point de vue, quoi. Et ça passe par cet empowerment des inaudibles. Nous, ce qu'on retient aussi de l'expérience d'ATD Quart Monde, c'est que ça passe aussi par un disempowerment des acteurs institutionnels. C'est-à-dire que pour être à l'écoute du vécu de ces habitants, il faut aussi accepter de se défaire d'une lecture de la situation qu'on avait au préalable, quoi. Et ce travail, il nous semble aussi insuffisamment mené. Donc, sur quel territoire avez-vous pu mettre en pratique votre démarche? La question. Là-dessus, donc je vous l'ai dit, ce livre, il s'appuie sur nos expériences de consultants. Donc, il y a certaines choses qu'on a pu tester avec quelques collectivités. Un des sujets qu'on travaille, c'est notamment sur la prise en compte des sentiments d'injustice, en se disant, soyons conscients que ces sentiments d'injustice, souvent, ils s'expriment déjà, même en dehors des cadres participatifs habituels, et c'est comment on arrive à mieux les capter et à mieux les intégrer dans la fabrique de l'action publique. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait un peu expérimenté à la métropole de Lyon, notamment sur la question des déchets, de voir comment tous les agents de terrain des services déchets étaient confrontés à des sentiments d'injustice et le vivaient aussi comme un peu une souffrance professionnelle, parce que c'est toujours eux qui se font engueuler alors qu'ils ont très peu de moyens de faire différemment, et de voir comment on fait remonter ces injustices pour l'intégrer dans l'action publique. On avait fait un peu le même exercice avec la métropole de Grenoble à l'occasion de la mise en place de la zone à faible émission, de voir justement sur l'interdiction des véhicules diesel, comment on arrivait à mieux repérer les inaudibles et les sentiments d'injustice qu'ils pouvaient exprimer pour intégrer leurs besoins dans la conception de la ZFE et dans sa mise en œuvre. Donc ça, c'est un peu un premier point. Il y a d'autres choses qu'on avait pu tester à Brest, par exemple, dont on avait accompagné l'évaluation
du contrat de ville, à la fois tester des pratiques intéressantes et en même temps prendre conscience de certaines fausses bonnes idées. En l'occurrence, là, c'était l'idée de faire venir des habitants au comité de pilotage du contrat de ville qui incarne bien les éléments que j'évoquais, quoi. À la fois parce que les 2 ou 3 habitants qu'on va sélectionner ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble du quartier. Et donc, ça pouvait créer des biais problématiques, mais surtout parce qu'en fait, personne n'était prêt à accueillir cette parole habitante dans le comité de pilotage. Donc tout le monde était un peu mal à l'aise et ça donnait un peu un côté un peu hypocrite à la situation. Et c'est là qu'on leur avait dit, nous, en fait, plutôt que de les faire venir dans votre comité de pilotage, faites-leur la démonstration que vous avez fait l'effort de vous mettre à leur place, quoi. Et ça, c'est aussi des choses qu'on avait testées dans certains ateliers avec les praticiens du contrat de ville euh, sur voilà, comment on encourage des services à faire, des agents d'autres directions à faire du vie ma vie sur je vais passer une journée en immersion avec tel habitant de tel quartier pour mieux comprendre son quotidien, quoi. Voilà, ça, c'est un peu des choses qu'on teste. Après, pour être tout à fait sincère, si justement on a écrit ce livre, c'est pour essayer de poser des constats et de tirer un peu des intuitions qu'on n'a pas forcément l'espace ou la possibilité d'exprimer dans nos missions de conseil, parce qu'on est comme vous, contraint par un cahier des charges qu'on subit, parce qu'il y a des choses, des constats critiques qui ne sont pas entendables dans une mission d'accompagnement. Et donc le livre, il s'appuie aussi sur un peu toutes nos frustrations, tous les échecs qu'on n'a pas réussi à mener dans nos missions jusqu'ici pour se dire, bah, saisissons-nous-en collectivement et voyons ce qu'on peut en faire. Bon, je relaye la question du chat. Pointer vraiment le questionnement clé de notre livre, qui est autant un livre sur la démocratie représentative que sur la démocratie participative, quoi. Et nous, ce qui nous pose problème avec les dispositifs de participation citoyenne, c'est qu'ils créent le flou sur le statut des participants à un conseil citoyen ou à une réunion publique. Et souvent, ce flou, il est exprimé par les participants eux-mêmes, quoi, qui disent, mais à quel titre je suis là? Est-ce que je suis là pour parler de moi et défendre mon opinion et mes intérêts? Ou est-ce que je suis là pour représenter tous les habitants du quartier, mais quelle capacité j'ai à le faire et qu'est-ce qui garantit que je sois bien représentatif, quoi. Et c'est ça qui met souvent tout le monde un peu mal à l'aise. Et nous, ce qu'on dit, c'est en fait, on a déjà on est déjà censé avoir dans la fabrique de l'action publique euh, des personnes dont c'est la fonction que de représenter leurs concitoyens. Et ces gens-là, ça s'appelle nos élus, c'est leur fonction première, quoi, de nous représenter. Et donc, et c'est pour ça que c'est à ça que sert une élection, c'est à ça que servent les permanences d'élus. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui sont censés organiser cette fonction représentative. Et c'est aussi pour ça que ces élus, ils fonctionnent en assemblée, parce que, en fait, aucun individu individuellement, aucune personne individuellement peut être représentative d'une population ou d'un collectif aussi hétérogène. C'est pour ça que on a besoin d'être plusieurs pour le faire et de se dire, mais en fait, non, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, que les élus puissent entre eux dire, ben non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais dire à tous les citoyens. Moi, j'entends d'autres choses. Et donc, c'est aussi dans le débat contradictoire entre élus que va se forger
une vision plus représentative, quoi. Et donc, voilà, nous, le message, il est de renvoyer cette responsabilité du côté des élus, qui parfois, un peu vite, se disent, ah mais non, mais moi, je suis là pour piloter l'action publique, moi, je suis le patron de la collectivité. Si vous voulez entendre les citoyens, on n'a qu'à en faire venir quelques-uns ou faire des réunions publiques, quoi. Et c'est de dire, non, 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 vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Votre fonction, c'est d'abord et avant tout d'être le relais de vos concitoyens, quoi. Et comment ça se fait que telle préoccupation qui s'exprime dans tel quartier, elle ne soit relayée par aucun de vous, aucun élu, quoi. Donc ça, c'est d'abord un peu mettre les élus face à leurs responsabilités. Et c'est ça qui nous amène à la proposition que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'effectivement, des élus pour en côtoyer régulièrement dans des grandes métropoles comme dans des toutes petites communes rurales, on voit bien à quel point leur sociologie est comment dire, en décalage avec la population de la commune qui sont censés représenter et ce que ça crée en termes d'action publique, quoi. C'est pour ça qu'on en est venu à la parité femmes-hommes, de dire en fait, prendre à bras le corps la question des violences sexistes et sexuelles dans une assemblée où il n'y a que des hommes, bah, ça peut poser problème. Bah là, c'est la même chose sur prendre en compte la question des discriminations raciales par l'action publique dans une assemblée où il n'y a aucune personne racisée, bah, ça peut poser problème. Prendre en compte le non-recours aux prestations sociales quand dans l'assemblée, aucune personne n'a été à aucun moment de sa vie dans la position d'être ayant droit de ces prestations sociales, ça finit là aussi par poser problème, quoi. Donc c'est pour ça qu'on pense que cet enjeu de mixité sociale dans nos assemblées politiques est crucial, et notamment quand on parle des quartiers populaires, quoi. Mais qu'au fond, c'est pas faire venir 2 ou 3 habitants sortis un peu de nulle part dans des instances qui sont pas adaptées pour prendre en compte leurs paroles, que ça va changer quoi que ce soit à ce déficit de représentation dont ils font les frais. Intéressant l'élément que vous pointez sur les amicales de locataires donc nous, on se dit à la fois, il faut en renforcer le poids, parce que je vous le disais, en fait, c'est comment une démocratie qui fonctionne a besoin de contre-pouvoirs et donc de corps intermédiaires pour relayer des revendications collectives et engager ensuite la négociation avec les autres partenaires institutionnels, quoi, un peu comme dans le monde du travail. Voilà, c'est le dialogue entre les syndicats et le patronat qui va permettre d'obtenir des conventions collectives. Bah là, c'est la même logique et de voir comment un certain nombre de dispositifs participatifs viennent accentuer la crise des corps intermédiaires qui sont censés résoudre. De se dire, en fait, la question, c'est plutôt comment on revivifie les amicales de locataires plutôt que comment on crée des conseils citoyens où, en fait, cette capacité de négociation ne va pas du tout être présente. Mais la condition pour que ça fonctionne, et je vous rejoins complètement, c'est comment cet effort de démocratisation que j'évoquais sur les assemblées politiques, elle se fasse aussi du côté de ces corps intermédiaires, quoi. Et donc de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les amicales de locataires plus représentatives et, euh, et qui peut y contribuer? Parce qu'effectivement, si c'est le bailleur social qui l'organise, bah,
c'est toujours compliqué pour une institution de construire son propre contre-pouvoir, quoi. Il y a toujours un moment où on va être tenté de dire, bah non, en fait, eux, ils sont quand même tellement énervés et tellement revendicatifs qu'on préférerait ne pas les avoir dans l'amicale de locataires, quoi. Et donc, on va plutôt développer des techniques pour les délégitimer, les décrédibiliser, quoi. Et peut-être que là aussi, c'est l'intérêt d'avoir plusieurs acteurs, c'est de se dire, et ça, nous, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a observé à Villeurbanne, c'est comment la collectivité et son service politique de la ville vient justement en soutien à ces amicales de locataires pour leur donner plus de moyens, mais pour être aussi plus exigeant sur ce travail représentatif, comment vous élargissez le profil des gens qui la composent, comment vous faites la preuve que vous êtes bien à l'écoute des autres habitants qui n'ont pas, qui ne sont pas adhérents à l'amicale de locataires, mais qui doivent quand même être pris en compte. Plus globalement, comment vous préoccupez vous aussi des absents euh, et en se disant, du coup, c'est à travers euh, ce soutien qu'on arrivera à faire bouger les actions des bailleurs sociaux, quoi. Donc, il y a sans doute un peu des jeux triangulaires ou quadrangulaires entre acteurs à imaginer pour que chaque acteur vienne en appui au contre-pouvoir de l'acteur d'à côté, quoi. De la manière que le bailleur social voilà, peut aussi alimenter cette logique-là. Vous, je suis complètement d'accord avec votre lecture du problème. C'est bien ça l'enjeu de comment recréer la confiance. Et en disant, c'est pas la participation citoyenne qui va permettre de recréer enfin, de surmonter la défiance qui fait que les gens ne votent pas, quoi. Et que si on ne trouve pas d'abstentionnistes en réunion publique, c'est pas un hasard et c'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas eu l'info. C'est parce qu'en fait, la plupart des gens qui ne votent pas parce qu'ils sont convaincus que de toute façon, qu'ils votent ou qu'ils votent pas, ça sera pareil et que leur voix ne sera pas entendue, bah, ils vont encore moins s'embêter à aller à une réunion publique ou à participer à un budget participatif, quoi. Donc, comment on fait pour inverser le mécanisme? Nous, on n'a clairement pas la solution miracle, hein, mais on se dit que la responsabilité est plutôt du côté des pouvoirs publics que du côté des citoyens. Et de se dire, dans l'ordre des priorités, notre message, c'est de dire arrêtez de vous épuiser à essayer de les faire venir, parce que pour l'instant, ils ont de bonnes raisons de croire que leur participation ne sert à rien, et essayez plutôt de leur apporter la démonstration du contraire, quoi. Et de montrer comment, sur certains sujets, vous avez vous avez fait l'effort de vous mettre à leur place et d'intégrer leur point de vue en disant, bah voilà, nous, là-dessus, on a vraiment envie d'intégrer votre point de vue. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Ça marche peut-être pas complètement et on est sans doute un peu à côté de la plaque, mais on, on- on vient vous voir pour confronter ce qu'on a commencé à faire, quoi. Et d'assumer qu'en fait, le besoin de participation, il ne vient pas des citoyens, mais il vient de la commune, il vient de la métropole, il vient de l'administration publique, quoi. Et rien que ça, c'est déjà reprendre un peu le sujet dans le bon sens, quoi. Ça, c'est une première façon de le faire. Et puis, la deuxième façon de le faire, c'est là encore de redoubler d'attention sur les revendications qui sont exprimées de manière plus spontanée en dehors de ces cadres participatifs. Euh, c'est là où, là encore, la démocratie participative peut avoir un travers. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, qui avait cette vertu-là de justement faire que beaucoup d'abstentionnistes
se mobilisaient sur les ronds-points et portaient, si ce n'est de revendications, en tout cas des préoccupations qui devaient être intégrées par les pouvoirs publics, et de voir comment le grand débat national mis en place par Emmanuel Macron a été plutôt un moyen d'évacuer l'expression des inaudibles et de décrédibiliser, délégitimer les Gilets jaunes au profit de débats beaucoup plus institutionnels avec un profil beaucoup plus proche de ces fameux TLM, quoi. Donc, l'enjeu, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire comment on arrive à prendre au sérieux des mobilisations locales et collectives qui s'organisent dans ces quartiers et d'aller engager, j'allais dire, le dialogue, voire la négociation avec ces acteurs-là. C'est la question qui est portée, par exemple, par le collectif Front de Mer sur l'accès aux cantines et le menu dans les cantines. C'est la question qui sont portées par des collectifs de community organizing sur la précarité énergétique dans le logement. C'est ce type d'initiative-là. Et c'est de se dire comment, quand il y a des mobilisations, mais on pourrait faire la même chose avec les émeutes urbaines de juin dernier, comment on donne des gages que ce qui a été exprimé de manière, comment dire, toujours un peu en dehors du cadre institutionnel, a néanmoins été pris en compte par l'action publique. C'est interpellant sur pas mal de plans. Ça me fait penser à des actions menées par ECO à Grenoble, en direction des femmes de ménage qui avaient manifesté auprès de leur employeur, justement, sur des questions d'heures supplémentaires, je crois, et tout ça. Et là, je te parle d'actions qui avaient été menées au pied des immeubles par ce groupe-là pour former des leaders de terrain, parce que en fait, ça interpelle, puisque tu appelles quand même à sortir, à prendre des chemins de traverse et ne pas forcément se focaliser que sur la participation institutionnelle pour toucher des publics qui, justement, ne sont pas là. Et ça veut dire être en capacité de les toucher. Et ça veut dire aussi former éventuellement des personnes qui sont au quotidien avec ces autres personnes pour pouvoir mener une action. Donc, ça m'interpelle sur les rouages qui font qu'on arrive à toucher des personnes que justement, qui ne viennent pas dans nos espaces là-dessus. Ça m'interroge aussi, c'est des questions et en même temps des remarques, et j'attends pas forcément tout de suite parce que c'est pas évident. Ça m'interpelle aussi sur le chemin qu'on est en train de prendre dans le cadre des projets de quartier qui repose sur la constitution d'équipes, alors techniques, locales, sur chacun des QPV ou plusieurs QPV ou intra-QPV, et qui risque d'atterrir aussi avec le risque qu'on peut avoir d'avoir des TLM aussi dans ce processus-là qui se veut de proximité, de projection, de vision. Et on a ce risque que tu énonces de ne pas toucher et de ne pas associer, en tout cas, la majorité qui n'est pas là, tout simplement. Donc voilà, ça me pose plein de questions de cette nature-là, de manière méthodo, quand on accompagne nos collègues techniciens sur les territoires, ben voilà, du coup, ça fait surgir ces questionnements. Et puis, un dernier point, ben, j'imagine que tu as entendu parler quand même des différentes mesures de la commission Meshmash proposée, donc toute une liste, à peu près 23 mesures. Et ça m'interpelle sur la manière aussi dont elles sont présentées, même si elles sont très riches quand tu les prends une à une. Le package fait que c'est compliqué de s'y retrouver et du coup, j'aurais bien aimé avoir aussi ton point de vue là-dessus. Petite réponse par rapport aux différentes réactions de Mustapha, notamment sur la dernière et des propositions du rapport Meshmash.
Nous, c'est vraiment la mise en garde de attention à pas tomber dans le travers d'une forme de bureaucratisation de la démocratie participative, quoi. C'est-à-dire de se focaliser sur les outils et de rendre ces outils obligatoires, de les rendre aussi plus perfectionnés, parce qu'on a vu avec les conseils citoyens ce que ça pouvait provoquer, quoi. Je ne sais pas quel bilan vous en faites en PACA, mais ce qu'on voit émerger partout en France, c'est que tout le monde fait le constat que ça ne marche pas, mais comme c'est obligatoire, ben, on ne peut pas tellement faire autre chose. Et ce qui était censé être une ressource, un appui pour donner plus de poids aux habitants des quartiers populaires, finit par se retourner contre eux, quoi. Et donc, c'est comment on prend garde de ce travers-là. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit par exemple, sur les projets de rénovation urbaine. Et je pense à tout le collectif Appui qui essaye de voir comment on peut donner plus de place à la participation citoyenne dans les projets de rénovation urbaine. Euh, Nous, là-dessus, on a tendance à dire la participation citoyenne, c'est pas une finalité en soi. Ça peut être un levier pour plus de démocratie, mais c'est loin d'être le seul et c'est pas toujours le plus efficace. Et typiquement sur les projets de rénovation urbaine, une des pistes là qu'on a identifiées en faisant un travail un peu similaire avec Profession Banlieue, qui est le centre de ressources politiques de la ville de Seine-Saint-Denis, c'était plutôt de se dire qu'est-ce que ça donne si on ouvrait un pouvoir d'amendement sur les projets en rue et en disant considérons ces projets comme un projet de loi ou comme un projet de loi de finances qui doit être validé en commission municipale et avec la possibilité pour les élus municipaux d'y apporter des amendements. Et en se disant notamment ces amendements sont l'occasion pour tous les collectifs qui se mobilisent notamment contre les démolitions, parce qu'on sait que c'est le sujet le plus controversé sur les projets en rue, de faire des propositions alternatives, potentiellement avec un appui en ingénierie. La discussion qu'on avait avec Profession Bourneau, c'était de se dire, de la même manière qu'il y a le 1% artistique, on pourrait imaginer qu'il y ait 1% des crédits d'ingénierie de l'ANRU, voire 10% qui soient tournés vers des collectifs qui contestent le projet pour les aider à formuler des alternatives sur les points les plus contestés, d'en faire un amendement et que cet amendement, il n'y a pas besoin de faire un droit d'amendement citoyen. C'est plutôt comment ces collectifs arrivent à trouver le ou les conseillers municipaux qui sont volontaires pour relayer leurs propositions, et au moins comme ça, il y a un débat contradictoire entre deux propositions alternatives votées par les élus locaux et qui est un moyen de sortir de cette logique où, malgré toutes les réunions de concertation qui sont organisées, on a l'impression que les habitants des quartiers populaires ne font que subir les projets de rénovation urbaine dont ils doivent pourtant être les premiers bénéficiaires. Et pour moi, la réponse est en partie dans la question que vous avez posée, quoi, de dire venir en appui à ces mobilisations contestataires. On voit bien à quel point ça vous place dans une situation un peu délicate vis-à-vis de vos collègues et du reste de l'institution, et qui est un peu une difficulté, j'allais dire, structurelle pour les agents politiques de la ville. Et donc, nous, on aurait tendance à dire euh, votre rôle n'est pas forcément de venir en appui à ces contestations. Il y a d'autres acteurs dont ça peut être la fonction. Par contre, là où effectivement votre présence est indispensable, c'est dans cette fonction de médiation, de dire, OK, il y a une divergence incontestable entre ce qui est porté par tel service ou telle partie de la métropole ou tel service de l'État d'un côté et
par tel collectif d'habitants de l'autre. La question, c'est comment on organise une médiation, et une médiation qui permette derrière de dégager un compromis qui soit acceptable par les deux parties en présence, et ce qui veut dire quelles concessions chacun est prêt à faire. Et voilà, on le voit, moi c'est quelque chose vraiment qui me frappe dans l'actualité du moment, c'est de voir même dans les conflits les plus violents, les plus frontaux qui existent, si on pense à ce qui se passe en ce moment à Gaza, il y a quand même en parallèle des tentatives de médiation et de négociation pour surmonter cette situation de blocage, quoi. Et que cette médiation, cette négociation, pour qu'elle ait lieu, elle a besoin de médiateurs, et souvent, elle a besoin de plusieurs médiateurs pour que le dialogue soit possible et que chacun soit prêt à faire les concessions, quoi. Et voilà, nous, on a le sentiment que ce qui manque peut-être dans le fonctionnement de l'action publique en général, et c'est vrai aussi pour les sujets de transition écologique et des contestations des grands projets d'infrastructure, et sur l'action publique locale, en particulier notamment sur les politiques à destination des quartiers populaires, c'est ces espaces de médiation et de négociation pour définir des lignes de compromis, quoi. Et donc là, il y a sans doute un rôle à jouer de la part des acteurs du développement social et urbain. On se rapproche de la fin qui avait été annoncée en termes d'horaire pour ce webinaire. Mustapha et José, je vous laisserai peut-être conclure. Je laisse démarrer, José. Et je démarre, je fais vite. Effectivement, là, on est sur le redémarrage des réunions de l'après-midi. Déjà, Nicolas, merci beaucoup pour tes éclairages. Moi, ça a fait écho à pas mal de choses de ma propre expérience. Je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être encore creusé. Moi, pour ma part, c'est vrai que, ma part, et puis partager avec des collègues, on avait pu travailler sur des questions de budget participatif. Et c'est vrai que ça nous aide quand même sur ce que tu as dit. En tout cas, l'exercice a été riche parce que, effectivement, on est sourd, ils sont muets, mais on cumule un peu les handicaps. C'est qu'on parle d'invisible. Donc, en plus, il y a la cécité qui vient se rajouter là-dessus. Voilà, je pense que nous, en tant que professionnels, si on veut retrouver la vue, on peut. Par contre, il y a beaucoup de défiance à l'égard des institutions publiques. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les réseaux associatifs locaux. Parce que eux, ils ont pas mal ils touchent pas mal les habitants, et notamment les habitants qui viennent pas forcément, qu'on retrouve pas forcément dans les instances démocratiques. Et ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut, ici, pour aller vers les habitants, il faut y aller avec des objets relativement simples. Voilà. Le contrat de ville, pour moi, est un objet trop complexe. Quand on s'adresse à une association de locataires, on leur parle de leur logement et de leur cadre de vie, ce qui n'empêche pas qu'on puisse développer plein d'autres sujets à côté. Mais voilà, il y a une entrée en matière qui nécessite que nous-mêmes, on soit assez qu'on devienne audible, quoi, tout simplement. Et puis ton intervention, en fait, m'a ramené à tout ça. Je t'en remercie. Et je laisse la conclusion et le mot de la fin à Mustapha. Merci beaucoup parce que ça éclaire aussi quand même tout le travail qu'on va devoir mener. Ça interroge sur beaucoup d'angles morts aussi. Juste pour dire, moi, je ne participe pas forcément à grand-chose et ça ne me pose pas de problème parce que ça fonctionne. Et on a une injonction de participation à des gens qui ont beaucoup de problèmes par ailleurs. Donc, ça m'interpelle là-dessus. Moi, tant que ça fonctionne, le souci de la participation ne me pose pas de problème plus que ça. En fait, ça m'interroge surtout pour tout ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, tout ce qu'on accompagne, tout ce que les collègues mettent en place. Il ne faudrait pas qu'on se précipite sans regarder l'impact que notre action a et de la manière dont on va prendre les choses, parce que ça va nous engager, évidemment, au risque de faire encore des promesses qui tombent à l'eau et pour toucher un autre sens, puisque vous avez touché déjà beaucoup, de dégoûter les gens de manière définitive de la participation. Donc voilà, je trouve que ton propos nous dit d'être attentif
et de ne pas foncer tête baissée en croyant qu'on va faire de la participation au quotidien, alors qu'on n'a pas déjà regardé vraiment comment nous, on n'a pas écouté, tu l'as dit, et on n'a pas entendu non plus. Donc voilà, je trouve qu'on a intérêt dans cette période où les gens construisent leur contrat de ville, finalisent, vont mettre en place des projets de quartier et tout ça, de se réinterroger qu'est-ce qu'on attend en matière de participation et comment on souhaite la conduire et comment on fait de la médiation, peut-être de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ça me semble important de le faire maintenant et pas d'attendre dans 3 ans. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup. Et ben, merci à vous toutes et tous aussi pour vos retours et témoignages.